Bonjour à toutes et tous. Alors, trajectoire des patients, modèle dynamique vers une psychiatrie des systèmes. Alors, le terme de psychiatrie des systèmes n'existe pas réellement. Il fait écho en fait aux neurosciences des systèmes qui utilisent des systèmes dynamiques, certains modèles computationnels pour étudier les neurosciences, à savoir l'étude du cerveau. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'utilisation de tels modèles pour l'étude de la psychiatrie clinique au sens de sa sémiologie, des comportements ou des autres manifestations cliniques. Alors déjà, on pourrait se demander quelle est la ressemblance entre cet axone de calmar géant et puis ce patient psychiatrique tel que représenté ici par Rachid Johnson. Eh bien, l'idée, c'est de Hodgkin et Huxley en 1952 qui se disent qu'en finalement, en impulsant un courant électrique à l'entrée d'un neurone géant de calmar, eh bien, il va pouvoir avoir un mouvement, l'axone va bouger, hein, un comportement, et on va pouvoir reproduire ce mouvement en analysant les différentes sorties ioniques, le calcium, le potassium qui sortent. Donc dit autrement, on va arriver à reproduire ce qui va générer un mouvement. Dit comme ça, c'est très réductionniste. On peut faire la même chose avec le mariage. On peut essayer d'étudier les paramètres, non pas ioniques cette fois-ci, mais par exemple la durée de contact visuel entre les deux partenaires d'un couple. Et donc, on va pouvoir étudier les paramètres du mariage qui font qu'un mariage dure. Donc, on va étudier le comportement d'un mariage durable ou non durable en fonction de certains paramètres, eh bien, de nombre de mots parlés dans la journée, etc., etc. Et en fait, en fonction des fluctuations de tous ces paramètres, on va pouvoir prédire la bonne ou mauvaise évolution du mariage. Et bien sûr, tout ce qui met en lien ce genre de système très différent, hein, c'est qu'il y a une relation temporelle entre les variables. Relations temporelles qui peuvent être étudiées dans le cadre des systèmes dynamiques, avec ici des certaines visualisations en fait dans un espace de phase, hein, ça s'appelle comme ça, l'espace de phase qui permet de montrer comment se coupent, comment se rejoignent, comment se séparent ces différents paramètres en fait dans un système. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en psychiatrie, on n'a pas tant d'évolution que ça. Donc, un peu comme on pourrait reprendre l'exemple de l'axone géant qui peut bouger à droite ou à gauche, du mariage qui peut se poursuivre ou se rompre, eh bien, on pourrait dire qu'en psychiatrie, on a des patients qui s'aggravent et continuent de s'aggraver, des patients qui s'aggravent et se stabilisent, des patients qui s'aggravent d'un coup puis se stabilisent, des patients qui ne s'aggravent jamais, des patients qui fluctuent, des patients qui fluctuent puis se rétablissent, des patients qui ont une crise et se rétablissent, etc., etc. Et donc on voit ici que, c'est peut-être d'ailleurs non exhaustif, hein, j'ai fait au mieux, mais on voit ici qu'on a clairement un nombre sans doute limité d'évolutions temporelles en psychiatrie, et ça nous donne envie d'aller voir s'il n'y a pas un nombre limité de systèmes qui permettraient de décrire ces évolutions. Alors c'est intéressant parce que ce genre de schéma, on le retrouve dans énormément d'articles. Je cite par exemple le quatrième, hein, de Milan-2016, un Nature Primer qui montre l'évolution de la schizophrénie, premier hit, deuxième hit à l'adolescence, troisième hit qui fait la persistance des syndromes schizophréniques au fil du temps. Et donc on voit qu'on a plein de schémas mais qui sont vraiment tracés à la main. Et la question serait de se dire, est-ce que ce tracé à la main, comme le petit schéma de gauche, on ne pourrait pas le modéliser et donc avoir vraiment des paramètres qui évoluent dans le temps et dont on peut connaître l'évolution en comprenant les interactions mutuelles. Alors certes, on peut le faire en regardant différents schémas au travers d'un modèle. Par exemple, une réaction adaptée et transitoire, comme on le voit dans le schéma numéro A, c'est qu'il y a par exemple la perte d'un être cher, on a une tristesse très élevée, le pic bleu, et puis la personne va se rétablir. Alors que dans le petit b, on va avoir une schizophrénie qui va être vraiment rémitante. Par exemple, on voit la courbe violette qui va non pas revenir au seuil initial, mais rester avec des fluctuations, de difficultés, par exemple, de symptômes négatifs, etc., etc. On peut avoir des cycles rapides, un trouble de deuil prolongé suite à un événement. Donc on peut caractériser, non pas dans des séries temporelles, mais vraiment en le modélisant, les différentes interactions de variables et leur évolution. Alors pour ça, on peut proposer différents modèles. Par exemple, un modèle assez simple, hein, si on ne regarde pas le détail des paramètres, on regarde les quatre variables, x, y, z. En fait, c'est un petit peu comme le calmar géant. On a une des variables, disons z, qui est l'environnement, le circuit électrique, le traumatisme qui survient chez un patient. Le petit y, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Alors là, chez le calmar, c'était des flux ioniques. Chez l'humain, c'est beaucoup plus complexe. Ça va être des facteurs psychologiques, neuropsychologiques, et bien sûr biologiques, génétiques, etc. Et en fait, ça va conduire à un comportement ou à un symptôme. Le petit X serait donc l'output, ce qui en ressort. Chez le calmar, c'était le mouvement. Chez l'humain, ça serait bien des symptômes de tristesse, des symptômes qui ont une fonction, bien sûr. Et donc, en fait, on se rend compte qu'avec un modèle assez simple, à trois variables, x, y, z, on a déjà une vision de l'environnement, de facteurs internes et de comportements qui en découlent. Et on peut donc
faire différents modèles, par exemple ici avec l'équipe de Bordeaux, sur des modèles, un modèle temporel qui analyse des données autour du craving, montrant l'évolution du craving en fonction de l'utilisation d'une substance et en fonction de cues environnementales, d'indices de l'environnement, comme le fait de voir une cigarette par exemple. Pour donner l'exemple de résultats que peut apporter de tels modèles, on voit que si on sépare la population en deux, entre ceux qui ont d'abord la visualisation de la cigarette, puis ensuite le craving, ou ceux qui ont d'abord du craving, qu'ils ressentent fortement, et qui ensuite voient la cigarette, on voit que l'évolution des symptômes n'est pas du tout la même. Par exemple, dans le premier cas, c'est d'abord le craving, l'indice qui augmente, puis ensuite le craving qui augmente jusqu'à un certain seuil, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut modéliser la saturation, le maximum de craving, puis voir comment ça redescend. Est-ce que c'est d'abord le craving qui redescend? Est-ce que c'est parce qu'il y a une fin d'utilisation ou trop d'utilisation que le craving redescend, etc., etc. Et donc on peut montrer comme ça l'arrêt, les pics, les relances de la consommation. Regardez aussi dans ce système les attracteurs, des signaux précoces qui montrent que le craving va évoluer, va s'aggraver. Ou alors des états stables, qu'est-ce qui permet de prédire que le patient n'aura plus de craving ou de moins en moins, ou alors les transitions qui vont faire que ça va vraiment, vraiment s'aggraver. Et donc on a comme ça un cadre méthodologique avec des données temporelles pour éventuellement même une nosologie dynamique, comme on le voit ici. On peut séparer les patients en deux profils vraiment différents de consommation. Alors quelques ouvertures autour de ces systèmes dynamiques. Ce système, finalement XYZ, où on aurait le facteur extérieur, la cigarette, qui fait créer du craving, le Y, puis le petit X, ça serait l'usage de la substance. Ça serait le rond vert. Et puis on pourrait le faire avec d'autres symptômes autour de ça, la tristesse de l'humeur qui est liée à d'autres biomarqueurs et qui est liée à d'autres environnements compliqués. On pourrait mettre en lien ces deux systèmes dynamiques dans un réseau. Donc on mettrait comme ça à chaque fois une petite bille dans sa falaise, ou dans son gouffre, et puis on montrerait quelle est la relation à un autre symptôme, une autre petite bille. Une autre ouverture serait d'étudier différentes théories. Par exemple, là ici du délire. Est-ce que le délire augmente parce que l'environnement crée du délire? Comme dans le petit schéma en B, on a le Z qui est l'environnement, qui monte, qui redescend, qui monte, qui redescend, et ça crée quelque chose à l'intérieur et ça crée des symptômes de délire. Alors que dans la théorie A, en fait, c'est pas du tout l'environnement qui crée du délire, c'est vraiment une évolution interne qui fait que le symptôme se crée. Et donc on peut avoir différents modèles et étudier leurs caractéristiques, modèles qui sont toujours imparfaits, qui sont toujours réductionnistes, de la même manière qu'on essaie d'étudier le comportement d'un avion qui vole. On ne va pas recréer exactement l'avion, on va en faire un avion en papier qui ne ressemble pas vraiment, mais qui fonctionnellement marche très bien pour voler d'un point à un autre. Et puis enfin, d'autres ouvertures, et là vraiment ça va être assez large, c'est de montrer qu'au-delà des réseaux de systèmes dynamiques, on peut utiliser différentes méthodes d'incarnation de délai, de montrer que ce modèle, le psychator, comme on pourrait l'appeler, sur le modèle de l'épileptor qui montre l'évolution des crises épileptiques, peut être validé dans ces paramètres, faire une revue aussi de ces modèles dynamiques, et puis bien sûr regarder un peu toute la plage des paramètres potentiels, travaux qui restent à poursuivre. Merci pour votre attention.